Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marilyn Bonnet, je suis présidente du conseil d'administration d'Epicentre et on est très très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la 35e journée scientifique d'Epicentre. Et on va commencer sans tarder parce que comme vous avez pu voir le planning, c'est bien rempli. Et je suis aussi très heureuse d'annoncer que pour la première fois, on a une session qui est spécifiquement dédiée à l'oncologie, qui représente bien l'évolution des activités d'MSF et de l'agenda de recherche d'Epicentre. Pour cette première session, I'm very pleased to welcome Professeur. Je vais accueillir la professeure Pauline Biakika qui travaille à Mbarara en Ouganda et Epicentre travaille depuis plus de 20 ans, et Dr Claire Rieu qui est la directrice médicale de MSF OCP pour cette première session. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais attendre ma co-modératrice. C'est vrai qu'on est très content aujourd'hui de pouvoir faire une première session en cancérologie. En 2018, quand on a commencé à se dire qu'on allait faire du cancer à MSF, je ne pense pas qu'on s'attendait à tous les obstacles et les embûches qu'on a pu avoir sur le chemin. On avait 3 grandes ambitions à ce moment-là. C'était faire des projets, montrer qu'il était faisable de traiter des patients atteints de cancer dans des pays à ressources limitées ou à fortes contraintes. Deuxièmement, faire du suivi de cohorte et de la recherche. Et troisièmement, développer l'accès. Alors, on a monté 2 projets. Alors, on avait déjà traité du cancer, en particulier les cas de sarcome de Kaposi, dans le cas du VIH ou quelques lymphomes de Burkitt, mais s'engager de façon extrêmement volontariste pour traiter des cancers, et en particulier les cancers féminins, choisis parce que c'était les plus fréquents, parce que c'était ceux qui offraient des possibilités soit de prévention et ou de traitement. C'était quand même un sacré challenge. Au bout de 6 ans, on a maintenant 2 projets au Mali et au Malawi. On est encore sur une partie du chemin, on a encore beaucoup à apprendre de ces projets. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est extrêmement content de pouvoir voir un peu le deuxième aspect, le deuxième axe stratégique qu'on voulait lancer, c'est-à-dire le suivi de cohorte et la recherche. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que je pense que c'est bien de laisser beaucoup de temps à la discussion. Et donc je vais appeler les premières présentatrices qui sont Isabelle Amorós-Quiles et Nguyen Chen, pour la présentation de l'étude de PAVE Study au Malawi. Good morning everyone. It's a great honor. Bonjour à tous. C'est vraiment un honneur d'être devant vous aujourd'hui pour ce projet au Malawi que nous allons vous présenter en anglais puisque ça se passe au Malawi et donc anglophone. C'est une étude qui est en collaboration avec le NIH américain et nous allons nous concentrer sur le NCI américain, pardon, et nous allons donc vous faire part de notre expérience au Malawi avec cette étude PAVE. Alors, le cancer du col, c'est le cancer le plus fréquent et la majorité des cas concernent des pays à ressources limitées en raison de mauvais accès à la vaccination et de dépistage précancéreux. Et le Malawi a un des taux les plus élevés de morts par ce cancer du col au monde. Ici, on voit l'histoire naturelle de cette maladie. Plus de 90% sont dus à l'HPV. Alors, une majorité de ces infections HPV vont céder spontanément. Cela dit, on a quand même des infections à haut risque qui peuvent donner des néoplasmes épithéliales. On va les caractériser comme de bas niveau ou de haut grade, CIN 2 et 3. Et ce sont ce qu'on appelle des lésions précancéreuses qui vont pouvoir donner lieu à la survenue de
de ce cancer du col. Ces transformations carcinogéniques prennent plusieurs années et peuvent être influencées par différents types de virus HPV ainsi que par l'immunosuppression, telle que par exemple une infection au VIH. Le dépistage de ces lésions précancéreuses, c'est tout à fait critique puisqu'on va pouvoir les traiter avec une procédure qu'on appelle thermocoagulation qui va permettre de prévenir la progression vers le cancer du col. Alors, il y a plusieurs méthodes, algorithmes que l'on peut utiliser pour dépister ces lésions précancéreuses. Le VIA, c'est-à-dire l'infection visuelle, la VILI, c'est l'inspection à nu du col après l'application d'acide acétique pour détecter des lésions précancéreuses préexistantes. Alors, même si c'est vrai que c'est pas cher, on l'utilise beaucoup dans les pays à ressources contraintes. Cela dit, sa valeur prédictive est relativement limitée et elle est très opérateur dépendante, cette méthode. Le test HPV, ça permet de faire un génotypage dès qu'on a une infection du col et c'est la méthode la plus sensible. Cela dit, comme chez beaucoup de femmes, le virus va être éliminé avant l'apparition des lésions précancéreuses, sa spécificité est faible. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle l'évaluation visuelle automatique ou le VA. Ça permet d'avoir une image du col. Et puis enfin, l'histologie, c'est avec la biopsie et c'est vraiment le gold standard pour le diagnostic des lésions précancéreuses. MSF, en collaboration avec le ministère de la Santé, a démarré un programme très complet en 2017 avec le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses qui est effectué par des infirmières qui sont basées dans ces centres. Alors, on utilisait au début la méthode VIA, donc à l'acide acétique, mais nous avons saisi l'occasion de cette collaboration avec le NCI pour nous diriger vers une approche dépistage, triage et traitement. Ça veut dire qu'on utilise déjà le test HPV et le génotypage comme une première étape de dépistage. Et ensuite, on fait un triage en fonction du génotypage. Si la femme est positive pour une forme à haut risque, c'est-à-dire 16, 18 et 45, on la traite immédiatement. Sinon, on utilise l'acide acétique, l'inspection visuelle, dans un second temps. Alors, cette étude PAVE, elle a été mise en place pour évaluer la sensibilité de cette approche PAVE en utilisant une évaluation visuelle automatique augmentée par IA pour la comparer à l'algorithme de triage MSF pour classifier les lésions précancéreuses CIN2 et les lésions précancéreuses CIN2 et 3 dans cette population de femmes qui sont HPV positives. La méthodologie a inclus les femmes qui sont éligibles et qui ont entre 25 et 49 ans. On a exclu celles qui avaient subi une hystérectomie et on a demandé aux femmes de participer sur la base de ce test gratuit. Celles qui étaient HPV négatives ont été considérées comme étant à faible risque de développer le cancer du col, donc elles n'ont plus participé à l'étude après. Et celles qui étaient HPV positives ont donc poursuivi l'étude, comme on le voit ici, pour avoir une évaluation VIA, à l'acide acétique, une EVA, et puis ensuite la biopsie qui est le gold standard pour comparer les résultats. Et on a stratifié
en fonction du test de génotypage. Celles avec un haut risque de HPV déjà identifié dans notre étude pour les virus 16, 18 et 45 ont été traitées par thermocoagulation et celles infectées par d'autres souches d'HPV ont été traitées par thermocoagulation seulement que le VIH était positif et ces femmes ont été suivies à 6 semaines, 12 semaines et 1 an. Alors, je vais partager avec vous certains résultats préliminaires. Plus de 6 000 femmes ont été testées pour HPV, pour le virus. Et à peu près la moitié d'entre elles, elles avaient été contaminées par le virus, 35,3%. On voit que la plupart de celles qui sont positives sont des patientes relativement stables avec le traitement ART. Et dans la colonne du milieu, on a une prévalence relativement plus élevée des infections au HPV chez les femmes VIH. On est presque à 50%. Et celles qui ne sont pas infectées par le VIH, elles représentent 35% de ces femmes. Et sur toutes les femmes HPV+, dans les deux strates, on a à peu près 5% de VIH positives et à peu près presque 5% de lésions précancéreuses identifiées par biopsie. Regardons ça d'un peu plus près parce que ce qui nous a intéressé, c'est de voir si cette méthode de triage était intéressante par rapport au gold standard. On voit ici la stratification HPV positif-négatif. On a pris toutes les lésions précancéreuses qu'on pouvait identifier dans le gold standard. On a à peu près 20% dans les deux groupes qui sont VIH positifs. Et ensuite, si on compare et qu'on regarde les résultats pour les souches à haut risque, avec un triage sur lésions précancéreuses, on voit un petit peu d'amélioration. On est presque à 50%. Et donc, pour résumer les deux slides précédents, on peut dire que la méthode VIA, c'est très limité d'intérêt dans nos contextes et qu'en utilisant la nouvelle méthode de sélection de ces femmes à haut risque, on va améliorer les choses grandement, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Et les résultats du génotypage de la prévalence dans nos cohortes, on s'est demandé si on allait inclure ce groupe. Et j'ai oublié de vous dire ici que le groupe HPV 31 représente une bonne proportion des lésions précancéreuses que nous avons pu identifier dans notre contexte. Et parallèlement, on attend les résultats de l'EVA qui vont être produits d'ici la fin de l'année dans l'étude PAVE. Alors, les limites de cette étude, enfin de ces résultats actuels, l'inclusion, c'est une inclusion opportuniste, donc il faut faire attention avant d'extrapoler nos résultats à toute la population de ce bassin. Chez les femmes positives, seuls 70% sont revenus chercher leurs résultats et donc ont suivi la voie VIA, EVA, biopsie et des échantillons collectés, à peu près 10% ont été considérés comme insuffisants pour un diagnostic pathologique. Et c'est vrai qu'on peut discuter des implications opérationnelles parce que
On a strong implication in redesigning the protocol. des résultats qui nous amènent à repenser le protocole, mais on doit bien réfléchir en fonction des capacités. Et puis, on attend aussi d'autres résultats pour affiner encore nos recommandations, y compris à propos du suivi des femmes traitées par thermocoagulation et le génotype prédominant de l'HPV dans notre groupe. Et pour conclure, on peut dire que le cancer du col est dépisté avec le dépistage sur HPV est faisable dans notre contexte, que ça améliore le triage. On a un triage amélioré qui... on a des limites, évidemment, et il faut adapter tout cela, les recommandations éventuelles qui seront proposées au contexte que nous connaissons. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe directement à la présentation suivante et on fera les discussions sur les 3 présentations après. Donc, je vais appeler David Gore et Hélène Marijon pour la présentation sur l'étude descriptive et de survie des patientes dans le projet de Bamako au Mali. Bonjour, merci de nous laisser la possibilité de présenter aujourd'hui les résultats de l'étude de survie des femmes suivies pour un cancer du col de l'utérus et du sein qui ont été suivies au Mali dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et MSF. Le cancer devient un problème de santé publique majeur en Afrique, avec une incidence qui est estimée qui devrait doubler, voire tripler d'ici 2050 selon l'OMS. Au Mali, comme l'a rappelé Claire tout à l'heure dans l'introduction, les 2 principales causes de cancer dans la population générale sont les cancers du col de l'utérus et les cancers du sein. La survie reste limitée, comme l'a rapporté le docteur Sidibé dans une étude qui a été publiée en 2015, avec une survie à 3 ans dans les cancers du sein estimée à 13%. Cela peut s'expliquer par un certain nombre de difficultés, notamment des difficultés d'accès au diagnostic précoce et des difficultés d'accès aux soins, l'ensemble des soins étant réalisés dans la capitale à Bamako. Depuis 2018, MSF soutient le ministère de la Santé malien dans sa lutte contre le cancer, initialement en apportant un support dans les soins palliatifs, puis à partir de 2020, MSF a soutenu les campagnes de dépistage et de diagnostic précoce et a pris en charge l'ensemble des traitements curatifs et palliatifs. MSF a ensuite œuvré à réhabiliter le laboratoire d'anatomopathologie et a créé une unité de liaison qui a permis d'accompagner les femmes dans leur parcours de soins. En 2024, il a été décidé de mener une étude pour avoir une meilleure perception de la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus ou du sein. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer la survie globale des patientes. Les objectifs secondaires visaient à faire une analyse sociodémographique et tumorale des cohortes, à estimer la survie à 1 an, 2 ans et 3 ans, et à déterminer des facteurs associés à la survie. Les probabilités de survie globale. Alors, nous avons mené une analyse rétrospective des données des patients diagnostiqués entre 2019 et 2022, ayant bénéficié d'un soutien de la part de MSF et pris en charge dans l'un des 3 CHU de Bamako. Il faut rappeler que ces 3 CHU sont les principaux centres de référence pour la prise en charge des cancers au Mali. Les données relatives aux patientes ont été collectées par des oncologues impliqués dans la prise en charge sur des questionnaires. Les probabilités de survie globale à 1, 2 et 3 ans pour chaque type de cancer ont été estimées grâce à la méthode de Kaplan-Meier. Les différences de survie entre les groupes ont été évaluées à l'aide du test de Log-Rank. Les facteurs associés à la mortalité ont été évalués à l'aide du modèle de Cox. Ce modèle a été effectué sur des données imputées, car notre base comportait des données manquantes. Ensuite, une analyse de l'association entre la mortalité et le traitement reçu par les patientes ayant un stade avancé au diagnostic a été réalisée à l'aide du temps de survie moyen. Après sélection sur le sexe, l'épisode du cancer et la date de diagnostic anatomopathologique, nous avons inclus dans notre étude 341 patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus et 623 patientes atteintes d'un cancer du sein. Concernant le cancer du col de l'utérus, l'âge médian au diagnostic était de 54 ans. 75,2% des patientes avaient au moins un stade 3 au diagnostic.
En fin de suivi, 31,9% des patientes étaient perdues de vue. Alors, le nombre de femmes diagnostiquées est passé de 21 en 2019 à 169 en 2022. En outre, la proportion des femmes ayant un stade précoce au diagnostic du cancer du col de l'utérus a été multipliée par 2, passant de 14% à 29% entre 2019 et 2022. Concernant le traitement, 48,4% des femmes avaient reçu la chimiothérapie seulement. 4,4% avaient reçu la chimioradiothérapie, 20,5% avaient reçu des soins de support seulement, 7,6% avaient reçu la chirurgie seulement et 19,1% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie. Alors, premier résultat important pour le cancer du col de l'utérus. La survie globale à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 88, 70 et 55%. En analyse ajustée, le risque de décès était plus faible de 53% chez les femmes ayant un stade précoce au diagnostic par rapport aux femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Alors, concernant les résultats sur le traitement que je vais vous présenter, ce sont des résultats qui ont été réalisés uniquement chez les femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie seulement avaient une survie moyenne supérieure, non statistiquement significative, d'environ 4 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. De même, les patientes ayant reçu la chirurgie seulement avaient une survie moyenne supérieure non significative de plus de 2 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. En outre, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant bénéficié d'une chimiothérapie associée à une chirurgie avaient un gain de survie statistiquement significatif de plus de 10 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Aussi, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu une chimioradiothérapie avaient un gain de survie significatif d'environ 10 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Concernant le cancer du sein, l'âge médian au diagnostic était de 47 ans, 77,1% des femmes avaient au moins un stade 3 au diagnostic. En fin de suivi, 29,8% des patientes étaient perdues de vue. Le nombre de femmes diagnostiquées est passé de 40 en 2019 à 268 en 2022. En outre, la proportion des femmes ayant un stade précoce au diagnostic du cancer du sein a presque doublé, passant de 15 à 26% entre 2019 et 2022. Concernant le type moléculaire, 23,6% des patientes avaient un cancer triple négatif. Cependant, en considérant uniquement les résultats immunohistochimiques disponibles, c'est-à-dire sans les données manquantes, 54,5% des tumeurs étaient des tumeurs triple négatives. Concernant le traitement, 39,3% des femmes avaient reçu la chimiothérapie seulement, 6,4% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie et la radiothérapie, 8% avaient reçu des soins de support seulement, 3,5% avaient reçu la chirurgie seulement et 42,7% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie. Bien qu'étant associée à d'autres modalités de traitement, l'hormonothérapie a été reçue par seulement 8% des patientes atteintes d'un cancer du sein. Cependant, en considérant les patientes positives aux récepteurs hormonaux, on constate que 77% des patientes pour qui l'hormonothérapie était recommandée l'avaient reçue. Alors, premier résultat important pour le cancer du sein. La survie globale à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 91, 80 et 72%. En analyse ajustée, le risque de décès était plus faible de 43% chez les femmes ayant un stade précoce au diagnostic comparé aux femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Alors, les résultats concernant le traitement que je vais vous présenter là sont uniquement chez les femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie seulement avaient une survie moyenne supérieure, non statistiquement significative, de 2 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement.
De même, les patientes ayant reçu la chirurgie seulement avaient une survie moyenne supérieure non significative d'environ 7 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. En outre, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant bénéficié d'une chimiothérapie associée à une chirurgie avaient un gain de survie statistiquement significatif de plus de 9 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Aussi, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie et la radiothérapie avaient un gain de survie significatif de plus de 12 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Alors nous avons vu au fil des résultats que cette étude présente un certain nombre de limites. Il y a des limites d'ordre épidémiologique, avec un certain nombre de données manquantes. Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit d'une étude rétrospective à partir de dossiers papier qui étaient sur différents centres et donc des difficultés de recueil. Il y a également un certain nombre de taux de perdu de vue qui est lié au fait que l'ensemble des femmes sont prises en charge de façon centralisée à Bamako, quel que soit leur lieu de résidence, et un certain nombre de patientes vivaient en dehors de Bamako. Et un autre petit frein est le fait que dans cette étude, on n'a pas pu recueillir la survie sans progression. Il y a un certain nombre de limites d'ordre médical. On a vu que 3/4 des patientes se présentent à un stade très avancé de leur maladie, c'est-à-dire à un stade où elles ne sont pas éligibles à une chirurgie d'emblée. D'autre part, on se rend compte que la majorité des patientes n'ont pas pu recevoir le traitement optimal adapté à leur pathologie, notamment du fait de l'absence ou d'un accès très réduit à la radiothérapie dans les cancers du col de l'utérus, où seuls 4% des femmes ont reçu une radiochimiothérapie, alors que c'est la pierre angulaire de la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du col avancé. On a aussi noté qu'il y avait peu de patientes qui avaient reçu une hormonothérapie, avec des questions de savoir si dans les données manquantes de l'immunohistochimie, il y aurait une proportion plus importante de femmes hormonodépendantes. Malgré ces limites, cette étude rapporte des données de survie qui sont très intéressantes et des données de survie qui sont bien supérieures à celles rapportées par CDB en 2015 concernant les femmes avec un cancer du sein. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer ces beaux résultats. Bien sûr, la prise en charge gratuite de l'ensemble des femmes, parce que le coût des chimiothérapies, de la chirurgie, de la radiothérapie est difficilement accessible pour la majorité des patientes. D'autre part, une approche multidisciplinaire. Chaque dossier était discuté de façon individualisée en réunion de concertation pluridisciplinaire qui réunissent radiothérapeutes, oncologues et chirurgiens. Et on a vu qu'un certain nombre de patientes, lorsque la radiochimiothérapie n'était pas accessible, bénéficiaient du coup d'une chimiothérapie suivie d'une chirurgie avec des résultats en termes de survie qui semblent assez similaires. Enfin, les patientes ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec l'unité de liaison qui leur a permis d'éviter de se perdre dans leur parcours de soins, notamment lorsqu'il faut passer d'un centre à un autre, entre la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Et je rajouterai que la survie des patients qui ont bénéficié de soins de support uniquement est quand même supérieure à ce qu'on pouvait attendre, et que le fait que toutes les patientes aient pu bénéficier de soins de support participe à cette bonne survie. Cette étude apporte aussi certaines perspectives. David a montré que le taux de prise en charge à un stade précoce a augmenté entre 2019 et 2022, et ça arrivait en parallèle de la mise en place du soutien de MSF pour les campagnes de dépistage. Il faut inciter à poursuivre les efforts faits pour promouvoir ce diagnostic précoce, et cela passe par une formation des personnels de santé aux techniques de dépistage de ces deux cancers, mais également par une éducation des femmes. Nous avons aussi montré qu'une prise en charge multidisciplinaire, même à un stade avancé, permet d'améliorer la prise en charge des patientes et leur survie. Et ceci incite à renforcer l'analyse et le rendu de l'immunohistochimie pour les cancers du sein et à promouvoir un accès régulier à la radiothérapie. Enfin, cette étude ouvre également la porte à des sujets de recherche peu étudiés en Afrique. Par exemple, y a-t-il des facteurs génétiques qui expliqueraient le jeune âge et la proportion de cancers triple négatifs pour les cancers du sein ? Est-ce qu'un dépistage du cancer du col associé à un screening HPV pourrait avoir un impact positif sur l'incidence des cancers du col ? Enfin, le suivi prospectif de cette cohorte permettrait d'avoir des données de survie à plus long terme, qui sont souvent manquantes en Afrique, et pourrait permettre d'y coupler une analyse sur la qualité de vie qui est peu étudiée. En conclusion, cette étude démontre la faisabilité d'une prise en charge oncologique multidisciplinaire et personnalisée dans les pays à ressources limitées.
et offre des outils pour favoriser la recherche pour une meilleure compréhension et connaissance du cancer au Mali. Pour terminer, j'en profite pour remercier le ministère malien de la Santé, toutes les équipes MSF et tous nos co-investigateurs. All right, thank you very much, David and Helen. Merci beaucoup, David et Hélène. Cervical and breast cancer. Et maintenant, on quitte le cancer du col et le cancer du sein pour passer à l'oncologie pédiatrique. Dr. Barnabas Atwine. Le prochain présentateur est Barnabas Atwine. Il est professeur universitaire et chercheur affilié à l'Université des sciences et technologies de Mbarara en Ouganda. Il est spécialisé en oncologie pédiatrique. Ses recherches portent sur l'oncologie pédiatrique, les traitements et les résultats. C'est le principal investigateur dans différentes études, notamment l'application PETCAN dans les centres de référence. Il va donc nous parler du cancer pédiatrique en Ouganda sur la base de son expérience et d'une étude sur une cohorte de patients à l'hôpital de référence de Mbarara. Merci beaucoup, professeur, et merci de m'avoir invité. Je vais donc vous parler du défi que représentent les diagnostics retardés ou les diagnostics à côté desquels on passe en matière de cancer pédiatrique. Le cancer pédiatrique devient une cause très importante de morbidité et de mortalité chez les enfants, notamment dans le monde en développement. Sur les 400 000 enfants, une estimation qui développe un cancer dans le monde entier, 80% se trouvent dans les pays à faibles ressources. Et en Afrique, eh bien, 100 000, un quart se trouve en Afrique. Et dans mon pays, l'incidence est de 3 000 enfants. Il existe des disparités énormes dans les résultats et la survie. Plus de 80% des enfants dans les pays à ressources élevées, à revenus élevés vont survivre, alors que ce n'est que 20% dans les pays à faibles revenus, à faibles ressources, ce qui constitue vraiment un sérieux problème. Les raisons qui expliquent ces résultats très médiocres sont nombreux. D'abord, les enfants se présentent à un stade très avancé, se présentent tardivement pour un diagnostic et la maladie est souvent trop avancée pour être traitée. Et c'est ce qu'on appelle le retard au diagnostic. Le retard au diagnostic, c'est le temps entre le moment où les patients commencent à avoir des symptômes jusqu'au moment où le diagnostic est posé. Il y a plusieurs séquences, le retard auquel le patient développe des symptômes et va se présenter. C'est vraiment un problème car le cancer pédiatrique s'accompagne de symptômes qui progressent très rapidement, contrairement à d'autres cancers. Les enfants vont rapidement développer un stade avancé ou vont mourir si le diagnostic n'est pas posé dans ce petit laps de temps. Et beaucoup d'enfants qui se présentent avec des symptômes, il y a beaucoup de symptômes de maladies infectieuses qui entraînent des confusions de diagnostic. On peut
Et si on combine ça avec les retards de présentation, on peut passer à côté du diagnostic de cancer, car on peut les confondre avec des maladies infectieuses et ces enfants vont mourir. Donc, il faut détecter précocement et traiter rapidement ces enfants. C'est vital pour la survie. Or, il n'y a pas de dépistage, contrairement à ce qui se passe en oncologie pour adultes. Il n'y a pas de dépistage ou de prévention du cancer pédiatrique. Il faut donc les détecter dans les temps et les traiter en conséquence. Malheureusement, les enfants passent par toute une chaîne d'adressage. Ils vont passer d'un niveau de soins à un autre et à un autre, toute une chaîne, une séquence. Et ils vont passer dans des centres de santé lambda qui ne sont pas capables de les diagnostiquer. Ce qui se passe aussi, les enfants vont osciller entre des soins cliniques et des soins spirituels ou des soins traditionnels avec des herboristes, etc. Et souvent, le cancer va être diagnostiqué trop tard et les enfants vont mourir. Il faudrait un système de suivi direct, quel que soit le niveau auquel l'enfant se présente. Il faudrait qu'on puisse l'adresser directement à un hôpital capable de diagnostiquer, de traiter leur cancer, au lieu de perdre du temps dans différents centres de santé. En Ouganda, comme je vous le disais, on a une incidence de 3000 cancers pédiatriques par an et seulement 1000, un tiers donc, sont diagnostiqués dans les 4 centres oncologiques d'oncologie pédiatrique du pays. Et d'après l'épidémiologie du cancer, on s'attend à ce que 110 cas soient détectés sur 400. On a réalisé une étude dont l'objectif était de décrire la maladie du patient, les traitements et les résultats pour les enfants admis dans notre centre de référence, dans notre hôpital de référence de Mbarara sur les 3 dernières années. Et on a estimé le temps moyen entre l'apparition des symptômes et le moment où les enfants arrivaient à l'hôpital. Nous avons compiler les données pour des prospectives, pour les études prospectives et essayer de comprendre les entraves au diagnostic précoce. Dans cette revue rétrospective, on a étudié les enfants de moins de 18 ans chez lesquels on avait diagnostiqué un cancer au cours des 3 dernières années. On a utilisé les méthodes statistiques descriptives et la méthode Kaplan-Meier pour évaluer les résultats. Ce qu'il y a de plus important dans cette étude, c'est que la plupart des enfants arrivaient avec soit une anémie, soit des gonflements, des sortes d'œdèmes. Et ce sont souvent des symptômes. Donc, ils ont soit des nodules, des gonflements sur le corps ou des anémies. Et la plupart des cancers vont provoquer cette anémie et ces nodules. Il faut à peu près 3 mois en moyenne entre l'apparition des premiers symptômes et l'arrivée de l'enfant dans notre centre pour y être diagnostiqué. Et la plupart du temps, peu après leur arrivée à l'hôpital, on va poser le diagnostic et le traitement va démarrer très rapidement. Donc le problème, c'est vraiment le temps qu'il faut pour que les enfants finissent par arriver dans notre hôpital de référence. On a découvert que la tumeur
tumeur de Wilms, le néphroblastome, et la leucémie lymphoblastique aiguë et le lymphome de Burkitt sont les plus fréquents qui sont diagnostiqués dans notre centre. Et voilà les résultats chez les enfants qui se présentaient avec des symptômes. Beaucoup d'enfants sont morts pendant le traitement, 28%, et beaucoup d'autres enfants ont abandonné le traitement, 18%, ce qui est un gros problème. Et dans l'ensemble, cette courbe montre la survie de toute la cohorte, pour toute la cohorte. Entre 3 ans, on a eu 40% des enfants qui étaient toujours vivants, la survie globale. C'était pour la leucémie lymphoblastique avec le taux de survie le plus faible, jusqu'au lymphome de Hodgkin, qui est généralement une maladie, une forme de cancer qu'on peut soigner plus facilement. Nos observations, il faut donc en moyenne 3 mois entre l'apparition des symptômes et le moment où l'enfant se présente dans notre centre. Et les diagnostics les plus communs sont la tumeur de Wilms, le lymphome de Burkitt et la leucémie lymphoblastique aiguë. Généralement, le taux de survie est faible, sauf pour le lymphome de Hodgkin, et on a un taux d'abandon très élevé. Nous espérons pouvoir conduire d'autres études, d'autres recherches pour mieux comprendre la situation, une bonne description des patients et l'expérience des soignants, les retards de diagnostic, et puis mieux comprendre les retards au diagnostic et développer un algorithme qui nous permette de détecter précocement ces cancers et d'adresser les enfants beaucoup plus tôt, de manière qu'au final, pas seulement en Ouganda, mais on puisse obtenir des résultats bien meilleurs. Et voilà cet enfant qui a terminé son traitement. Il avait un symptôme de Burkitt de stade 3, et là vous le voyez sourire, car en effet on a pu le guérir, donc on arrive à surmonter certains des défis associés à l'oncologie pédiatrique. Merci beaucoup, et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette étude. Merci Barnabas pour cette belle présentation. Asseyez-vous. On a donc entendu parler du dépistage du papillomavirus, le taux de survie chez les femmes atteintes de cancer du col de l'utérus, cancer du sein, et on a aussi évoqué l'oncologie pédiatrique. Donc on attend vos commentaires ou questions. Merci de vous lever pour poser une question, et à qui vous adressez cette question. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'est une question qui s'adresse à vous tous. Je suis curieuse. Vous parlez d'un taux de cancer qui augmente dans la population. À quoi attribuez-vous ce phénomène, la hausse de l'incidence des cancers? Est-ce que c'est lié à la croissance démographique simplement, ou une exposition à quelque chose, des facteurs environnementaux par exemple? Donc dans quel contexte précisément trouvez-vous cette incidence plus élevée, et comment on pourrait potentiellement réduire cela, éviter cela? Docteur Barnabas, vous souhaitez répondre, et j'ajouterai quelque chose aussi. Oui, merci. C'est une question très importante. De manière générale, en ce qui concerne les cancers pédiatriques en Afrique, dans le monde en développement général, cela va dépendre de l'endroit où sont nés les enfants. La moitié de la population ougandaise a moins de 15 ans. On a une population de 9 millions de personnes, et la moitié ont moins de 15 ans. Donc,
ce n'est pas la même dynamique démographique que dans les pays à ressources élevées. Donc, ce nombre très élevé de cancers pédiatriques chez l'enfant sont dus essentiellement à la croissance démographique, à la dynamique démographique. Et puis, le cancer chez l'enfant reçoit beaucoup plus d'attention aujourd'hui dans les pays à faible revenu. Dans la plupart des pays, notamment en Afrique, on est sorti maintenant de la pandémie de VIH, du palu, des pneumonies, etc. Ça, on s'en occupe relativement bien. Et donc, maintenant, on est libéré de cela et on peut consacrer nos ressources à s'occuper des cancers. On a de plus grandes capacités de diagnostic et de traitement pour ces cancers chez l'enfant. Il y a tout simplement aussi l'augmentation de l'espérance de vie dans les pays dans lesquels on travaille, l'augmentation de la démographie sont des facteurs importants, d'un certain nombre de facteurs de risque, le surpoids, l'alimentation, le tabac, etc. Et puis il y a peut-être des facteurs génétiques et environnementaux qu'on va découvrir au fil des études. Alors bonjour tout le monde. Je vais devoir me présenter. Je suis le professeur Adaka Luseni. Je suis doyen de faculté à l'université Nandi-Kodon Claude de Maradi au Niger. Alors c'est un plaisir réel d'être parmi vous. C'est pour la première fois, c'est vrai. Mais le thème développé, celui du cancer, m'intéresse à plus d'un titre parce que je suis chirurgien de formation. Alors, la problématique qui est là posée, je vais juste emboîter le pas par rapport à ce qu'elle a dit, celle qui a posé la question et ce que les collègues ont présenté comme résultat. Le challenge pour nous qui sommes dans les pays les moins nantis, les pays sous-développés, comme on le dit entre griffes, c'est un problème de retard. Vous voyez, vous avez présenté des chiffres, plus de 50% à l'heure du diagnostic sont des cas dépassés. Donc, pour nous, on sait bien qu'en agissant, c'est-à-dire les malades qui nous viennent, qui sont dépassés, on ne peut rien faire. C'est un accompagnement. Vous avez dit les soins palliatifs, vous avez comparé la prise en charge d'un patient qui est sous chimiothérapie, qui a été opéré ou radiothérapie. La survie est meilleure que celui-là pour qui on n'a rien fait. Donc le challenge, il n'est pas celui de recevoir nos malades dans quelque centre que ce soit, mais c'est la prévention. Donc le cancer, il ne faut pas qu'il se déclare. Donc c'est pourquoi le gap entre les pays qui sont développés et les pays qui sont les moins nantis, il est grand, le fossé est grand, parce que le diagnostic se fait early cancer, comme on dit. Donc maintenant, pour nous, la question que je me pose, qu'est-ce que vous apportez pour nous pour développer ces aspects qui sont ceux du diagnostic précoce, donc du dépistage, de l'information pour la population, parce que chez nous, les gens, pour des petits signes, ne vont pas aller se faire soigner. Ils vont laisser quand tout ne va pas, ou quelqu'un à côté qui remarque, qui va aller dire, bon, toi, nécessairement, il faut que tu partes à l'hôpital parce que... Alors, en ce temps-là, c'est dépassé. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de façon concrète? Parce que c'est ça. Par exemple, si je prends chez nous, les cancers colorectaux, depuis qu'on a développé les moyens diagnostiques, on les voit à l'âge jeune. Et tu mets juste ton doigt, tu trouves une grosse masse qui est là à l'anus, pour laquelle tu ne peux rien faire. Alors que, bon, la personne, elle a traîné pendant 3-4 ans à cette pathologie. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que là, il faut des programmes bien ficelés de dépistage, de prévention, ainsi de suite, pour qu'au moins qu'on arrive à élever le niveau de diagnostic et de prise en charge de nos patients. Donc ça, c'est juste pour ma contribution. Et puis, je pense que les débats vont continuer dans les couloirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si les collègues veulent intervenir, mais déjà sur le cancer du col de l'utérus, c'est quand même un des cancers qu'on peut prévenir, qu'on pourrait même éradiquer, puisqu'il y a certains pays comme l'Australie qui disent qu'ils n'ont quasiment plus de cancer du col. Donc c'est aussi commencer par les cancers sur lesquels on a des moyens de prévention, ce qui n'est pas tout le cas. Le cancer colorectal, vous avez raison, c'est aussi quelque chose auquel on devrait s'intéresser. Et ce qui est intéressant dans l'étude PAV, c'était aussi par rapport à tous les moyens de dépistage, quels sont les meilleurs, quels sont ceux qu'on utilise depuis longtemps, comme l'inspection visuelle qui montre que finalement ce n'est quand même pas très efficace versus d'autres moyens. Mais bon, c'est un grand débat et d'où l'intérêt aussi de travailler en pédiatrie sur le diagnostic précoce qui sera plutôt clinique. Docteur Michon. I'm Jean Michon, I'm former head of the pediatric Jean Michon, je dirige l'Institut d'oncologie pédiatrique à l'Institut Curie de Paris. J'ai une question pour le docteur Barnabas. Vous avez très bien montré les très mauvais résultats que vous aviez dans votre cohorte causés par, d'un côté, l'environnement et le diagnostic tardif. 50% des patients meurent pendant le traitement. Dans votre proposition poussant à un diagnostic plus précoce, eh bien, grâce à cela, déjà, vous serez plus efficace. Mais ne craignez-vous pas d'avoir de plus en plus de patients? Car vous passez à côté de 3/4 des patients atteints de cancer dans votre région déjà. Dans votre domaine d'expertise. Donc, comment voyez-vous l'avenir de l'hôpital, de votre unité d'oncologie pédiatrique? Comment allez-vous vous préparer à recevoir beaucoup plus de patients, un nombre beaucoup plus élevé? Vous risquez peut-être d'être dépassé par le nombre de patients si vous améliorez vos protocoles de diagnostic précoce. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Et d'autres personnes m'ont posé cette question. Il y a deux réponses. Quand les patients se présentent de manière précoce, il est plus facile de les traiter. Et on se sert de protocoles plus simples, car le cancer, la maladie est encore jeune et donc peut être traité par des protocoles simples qui sont moins toxiques et qui prennent moins de temps. C'est la seule manière dont on peut procéder. À Paris, si un enfant se présente à un stade 4 avec un sarcome, vous avez des traitements disponibles, alors que chez nous, il faut que l'enfant se présente à un stade 2 ou 3 maximum pour entrer dans la survie moyenne. Donc, quand les enfants se présentent tôt, ils sont plus faciles à traiter, bien sûr. Mais ça nous va de créer ce problème, d'avoir des nombres très élevés d'enfants qui se présentent, parce qu'après, sur cette base, on peut faire du plaidoyer pour demander davantage de ressources, davantage d'aide. Donc, je préfère être dépassé par le nombre de patients plutôt que les petits patients n'arrivent pas chez nous. Merci pour cette question. Je suis d'accord avec Barnabas. C'est mieux d'avoir ce problème pour sensibiliser la population de sorte qu'ils se présentent à un stade plus précoce pour être traités. À l'Université des sciences et technologies de Mbarara, on essaye de voir comment former davantage d'oncologues pédiatriques et d'agrandir ce département pour soigner davantage d'enfants. Donc, je suis d'accord avec Barnabas, sensibiliser la population, qu'ils viennent, que les enfants se présentent à un stade plus précoce, et puis sur cette base, on pourra mieux les soigner. Please go ahead. Hello, thanks so much. Craig Tipple, Medical Director of the Merci Drugs and Neglected Diseases beaucoup. DNDi. My question was for the presenters from Mali. Pour la présentation sur le Mali,
Vous avez parlé des patients qui bénéficient de chimiothérapie, radiothérapie, de traitement et qui se portent mieux, et de chirurgie aussi. Et vous avez observé que l'accès aux soins est un obstacle. Est-ce que vous pouvez aussi utiliser des médicaments? Est-ce qu'on peut faire des essais? Est-ce qu'on peut étudier cela grâce à une plus grande disponibilité de traitements médicamenteux? Merci pour votre question. Dans notre étude là au Mali, l'accès en tout cas à la chimiothérapie il n'y avait pas de souci d'accès puisque tout ça a été fourni par MSF et du coup il n'y avait pas de problème non plus pour les patients pour la prise en charge du coût puisque tout était pris en charge par MSF. Mais c'est vrai qu'en Afrique c'est un gros problème l'accès aux chimiothérapies. Il y a une branche, je ne sais pas si chez MSF qui travaille pour permettre un meilleur accès aux chimiothérapies qui est en train de se développer avec toute une équipe de pharmaciens qui a mis en route, qui a fait une étude déjà pilote sur 5 pays à ressources limitées. On s'est rendu compte que le coût de la chimiothérapie était plus important dans ces pays que le coût en France. Et donc on est en train d'essayer sur une phase pilote de permettre, quand il y a des manques dans le pays, de faire une commande auprès de cette pharmacie qui transmet de façon rapide les chimiothérapies qui sont nécessaires pour la poursuite des traitements des patientes. Donc c'est quelque chose qui est en train de débuter, auquel on s'intéresse et qui offrira peut-être une réponse et une amélioration de la prise en charge des patientes dans les pays à ressources limitées. Si je peux compléter, donc dans la structure MSF Access, parmi les 7 priorités de tout le mouvement MSF de travail, le cancer a été mis comme une des priorités en termes d'accès. Et on est très content aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir le docteur Ophira Ginsburg qui est ici oncologiste et une experte de la global oncologie. Avec Christophe Chevalier pour travailler pendant 3-4 mois sur vraiment quelle stratégie on doit adopter, parce que vous voyez que le cancer, il y a les drogues, mais ce n'est pas non plus le seul problème. Si on n'a pas de diagnostic, on ne peut rien faire. Si on n'a pas de radiothérapie, on ne peut rien faire, etc. Donc c'est voir globalement là où MSF, avec d'autres partenaires, pourrait être utile, mais clairement de militer, en tout cas d'avoir des initiatives d'accès, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui est en train là de vraiment démarrer. Alors, il y a des questions en ligne. Docteur Ruben de République démocratique du Congo, Goma, quelle a été la place de la psychothérapie dans le diagnostic et la prise en charge du cancer du col de l'utérus et du sein? Donc, c'est, je pense, une question pour le Mali, mais aussi le Malawi, mais enfin le Mali surtout. Je pense que sur nos 2 projets, que ce soit au Mali ou au Malawi, il y a l'unité de soins de support qui joue un rôle important, qui comporte en effet des psychothérapeutes, qui comporte aussi un accompagnement d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue social, parce que les traitements sont pris en charge par MSF, mais il y a aussi le problème des transports pour se rendre jusque dans la capitale ou jusqu'à Blantyre. Et donc il y a toute une unité de soins de support qui a été mise en place de façon à pouvoir aider les patientes aussi sur cet accompagnement-là. Au Mali, on a aussi participé à une étude Cenovi qui permet d'avoir une approche, alors c'est pas que psychologique, c'est aussi mieux comprendre la perception du cancer par les femmes, qui est dédiée pour les femmes atteintes d'un cancer du sein et qui est toujours en cours. Merci. J'ai une autre question de Tambe Elvis Hakem. Thanks for your excellent presentation. Merci pour votre excellente présentation. Le cancer du col, 35% de prévalence, de présence de HPV. Est-ce qu'on pourrait sélectionner ces femmes pour les vacciner contre le papillomavirus? Oui, excellente question. On espérait que quelqu'un soulève la question. La prévalence du HPV 35
C'est un gros morceau dans l'étude PAV et on a démontré la prévalence du HPV 35, là où la charge en termes de mortalité est la plus élevée, mais aussi l'espoir d'intégrer le HPV 35 dans la prochaine génération de vaccins. Cela nous permettrait de progresser dans notre objectif qui est d'éliminer le cancer du col. Oui, effectivement. Oui, c'est encore une question d'accès là. Any other questions? Alors, moi, je vais en profiter. Well, let me ask you about your experience. HPV test is an auto test done by women themselves. What's your experience about the way it is perceived, the acceptance and feasibility of this auto test? Women test themselves, and so they're really committed into the treatment. Testing has been proven in many other settings, other LMIC countries, and even in. Oui, on a utilisé ces autotests dans différents pays. L'acceptabilité est grande. Après, il peut y avoir des problèmes logistiques dans certaines régions. Il y a des obstacles logistiques à surmonter, mais pour ce qui est de l'acceptabilité, elle est très bonne. Les femmes préfèrent même ce test, on l'a vu dans d'autres contextes. Et très rapidement, ouais, MSF réalise une étude sur cette question et réalise une enquête pour avoir des données qui prouvent que la population au Malawi a une bonne perception de la chose. Selon les équipes de terrain, il y avait un peu des doutes, même chez les femmes elles-mêmes. Elles ne sont pas sûres de faire le test correctement, elles peuvent en douter, ne pas être sûres. Ou est-ce que les femmes font confiance aux résultats qu'elles obtiennent elles-mêmes? Donc, on travaille encore ces questions. J'en profite puisque j'ai le micro encore. C'est une question pour David et Hélène. Finalement, vous montrez que, bon, on sait que malheureusement, les traitements optimaux n'ont pas été faits pour une grande majorité des femmes, mais on a quand même des résultats encourageants quand on allie un certain nombre d'options thérapeutiques. Mais quand finalement on fait que de la chimiothérapie par rapport à des soins de support, est-ce qu'on pourrait d'ores et déjà dire maintenant, ou est-ce qu'il faut plus d'études pour dire et pour montrer que finalement ça ne sert pas à grand-chose de faire simplement une option thérapeutique et qu'il faut vraiment s'engager pour l'ensemble des options thérapeutiques? C'est une question un peu difficile, je sais. Alors, je la pose aussi parce que effectivement, dans ces pays-là, quand les oncologues sont face à des patientes et que la radiothérapie n'est pas disponible, la chirurgie n'a pas été faite, on est tenté quand même de faire quelque chose. Et c'est pas toujours peut-être profitable pour les patientes. Ça fait partie des limites de l'étude, c'est qu'on n'a pas étudié la qualité de vie des patientes. Je pense que sur des stades avancés, les patientes sont souvent symptomatiques et qu'une chimiothérapie, même si elle n'augmente pas de façon significative la survie, elle peut apporter un bénéfice en termes de qualité de vie, avec une maîtrise des symptômes, une plaie qui va moins saigner, qui va être moins malodorante, qui ne va pas se surinfecter. Je pense que ça a quand même un bénéfice. Et là, dans les 2 cohortes qu'on a eues, il y a quand même une amélioration de la survie. Elle n'était pas significative, mais je pense que nos patientes en soins de support ont déjà une meilleure survie que ce qu'on peut attendre de l'absence d'accompagnement total. Et quand on rajoute la chimio, il y a quand même un bénéfice de 3 mois, mais c'est sur des maladies, ou 3-4 mois, sur des maladies qui sont très évoluées. C'est quand même un petit quelque chose. Donc je pense qu'il faut pousser en effet pour un diagnostic plus précoce, mais probablement que la chimio, elle peut avoir un rôle quand même pour contrôler certains symptômes et pour améliorer la qualité de vie des patientes. All right. Okay, thank you very much. I would like to thank my co-moderator, Claire. Thank you for Merci, j'aimerais remercier ma co-modératrice, Claire, merci beaucoup. Maintenant, applaudissons chaleureusement nos
Thank you very much. Présentateur, merci beaucoup. Il est maintenant 10h10 et nous allons donner la parole à Cathy et Marc pour la session suivante. Alors, nous avons appris beaucoup de choses sur le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et les cancers de l'enfance. Voilà, première session sur les cancers lors de la recherche scientifique et nous avons hâte d'entendre les sessions suivantes. Merci beaucoup de votre participation.